Merci beaucoup d'être venu à cette première conversation de l'exposition Faire le mur, qui est la 5e expérience art et marque de la vitrine. Nous avons invité la commissaire d'exposition Sally Beaune à réfléchir aux relations qui existent entre l'art et l'architecture, parce que nous avons remarqué à l'art en direct, dans le cadre de nos activités, qu'il y a de plus en plus d'entreprises du milieu du bâtiment, de l'architecture, des foncières et de l'immobilier qui investissent dans l'art contemporain et font travailler des artistes. Donc ça nous semblait intéressant de réfléchir à ce sujet-là. Donc la première conversation va porter sur l'art dans la ville et je laisse la parole à Christophe Rioux qui va présenter tout ça. Voilà. Merci Charlotte. Donc ce soir, notre première thématique, l'art dans la ville, va partir d'un constat. De nombreuses entreprises font aujourd'hui appel à l'art pour mettre en valeur le patrimoine architectural dans les domaines de l'immobilier, du bâtiment, de l'architecture. Les artistes investissent l'espace public et les villes deviennent des lieux d'exposition, mais aussi des lieux d'exploration, d'inspiration ou encore de détournement. Alors évidemment, des questions surgissent. Quel est l'impact de ces initiatives sur la ville et ses riverains ? Quelle motivation pousse des entreprises à mettre en place des œuvres in situ ? Et enfin, quelle est la place des artistes dans ce processus ? Pour y répondre, je vous présente mes invités. Bertrand Julien Laferrière, directeur général de la SFL, la Société foncière lyonnaise, et deux artistes, Vincent Ganivet et Réro. Voilà, et nous allons donc commencer avec Bertrand Julien Laferrière. Je vais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes aujourd'hui directeur général de la SFL, la Société foncière lyonnaise. Vous êtes diplômé de l'École centrale Paris, titulaire d'un Master of Science de Berkeley et d'un MBA de l'INSEAD. Et vous avez commencé votre carrière dans l'architecture au sein de l'agence de Ricardo Bofill. À ce titre, vous avez assuré la direction générale du Taller de Arquitectura Ricardo Bofill pendant 9 ans, dont vous ferez la première société d'architecture en Europe. Vous travaillez ensuite pendant 8 ans dans l'hôtellerie, avec des postes de direction au sein du groupe Accor et du Club Méditerranée. Et depuis 2004, vous avez successivement été PDG de CGW Gestion d'actifs, DG de Bail Investissement Foncière, membre du directoire d'Unibail Rodamco, entreprise du CAC 40. Et depuis 2010, donc, vous êtes directeur général de la Société foncière lyonnaise, où vous avez notamment développé le programme artistique Mémoire contemporaine. Pouvez-vous nous le présenter ? Et un film va passer pendant que Bertrand expliquera son... Oui, merci Christophe, merci à En Direct pour cette invitation. Alors le film, effectivement, est un petit film qui présente les 3 éditions de notre programme artistique Mémoire contemporaine. Alors c'est un film que j'avais préparé pour Aline pour la semaine prochaine, non, mais du coup on fait un test aujourd'hui pour voir s'il marche bien. Donc l'objet en fait de la démarche qu'on a engagée, en fait, a été un peu improvisé. C'est-à-dire qu'au démarrage, moi j'avais pris la direction de la Foncière lyonnaise, qui est une société qui a 150 ans d'âge, qui était un petit peu moribonde, avec des gens qui dormaient un peu, et donc l'objectif a été, sur différents registres, de bousculer les équipes. Donc l'idée, c'était de pousser les gens d'abord à réfléchir out of the box, non ? C'est-à-dire comment tout d'un coup se rendre compte qu'on pouvait prendre les sujets un peu différemment. Et grâce à Alain, Julien Ferrière du CCC, qui est mon cousin, donc, et qui, je dirais, sur tous les mauvais coups, est à mes côtés, on a imaginé la première édition de ce programme, qui n'était à l'époque pas un programme, avec Père Barclay et Alain Bublek sur un immeuble magnifique qu'on avait à Boulogne, un immeuble des années 30, qui était une ancienne usine qu'on devait transformer. Et on a pris le sujet, enfin moi j'avais pris le sujet en disant à mes collaborateurs, mais plutôt que de faire l'inauguration du bâtiment quand on a fini les travaux, pourquoi pas faire l'inauguration avant de faire les travaux, ce qui serait quand même plus marrant et plus original. Donc c'est partant un peu de cette provocation qu'on a fait ce travail avec Père Barclay, qui était un travail assez spectaculaire, donc vous allez voir, dans lequel on a couvert une cour fermée de 1600 mètres carrés. Et Père Barclay est venu faire une de ses chambres d'huile dont il a le secret. Donc vous voyez ici le montage de l'œuvre avec des photographies magnifiques qui sont en final les œuvres. En général, on ne voit pas les chambres d'huile de Barclay. C'est un travail qui lui permet de faire ses œuvres photographiques. Ce qu'on voit partout dans les musées, dans les galeries, c'est plutôt la conclusion de ça, c'est-à-dire les photographies qui sont des vraies œuvres photographiques. Et là, le truc était tellement spectaculaire que du coup, on a fait une soirée où on a mélangé, et c'était assez intéressant d'ailleurs, le monde de l'immobilier, avec son côté un peu ringard, un peu provocateur. Je dis ça parce qu'il y a Claude qui est là, et donc c'est un peu une plaisanterie entre nous. Et en même temps, le monde de l'art. Et c'est vrai que le mélange s'est très bien passé. On a eu, je dirais,
attirer l'attention sur ce site, montrer qu'on pouvait réfléchir différemment. Et bien évidemment, pour nous, c'était une démarche qui avait pour vocation non seulement bien évidemment de changer un peu l'image de la société, pas seulement non plus de faire réfléchir un peu les équipes, mais aussi d'attirer l'attention sur un site qui est un site sur lequel on avait des énormes enjeux, on a des énormes enjeux économiques. Alors ce site, on l'avait appelé In-Out, et du coup, c'était son nom un peu marketing, donc, et du coup, on a fait intervenir un artiste in, un artiste out. Donc in, c'est la présentation que vous voyez là, c'est la chambre d'huile de Pearl Barclay. Out, alors par contre, c'est pas présenté parce qu'on n'a pas de matière suffisamment pour faire de film, parce que ça n'avait pas été filmé complètement. Mais c'était le pavillon fantôme de Alain Bublex, qui était aussi une chose merveilleuse, puisqu'il s'agissait pour lui d'habiller un petit pavillon à l'entrée du site qui était destiné à débrouiller avec un coup de bulle dans le cadre du chantier. Et il s'est intéressé à l'idée de la mémoire de ce bâtiment, un peu insignifiant, en le couvrant d'une bâche tendue qui reprenait sur les quatre dimensions, enfin les quatre faces, et avec une image un peu stylisée du bâtiment. Et il a mis des énormes projecteurs dessus jour et nuit, ce qui fait que tous les soirs, le pavillon fantôme, le fantôme émergeait, puisque tout le reste était noir autour, et puis tous les matins il disparaissait quand le soleil et le jour se levait. La première nuit, on a eu 2 heures de bouchon devant le quai, parce que tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était que ce truc-là. C'est une des voies les plus passantes de Paris. Et donc ça a été, j'allais dire, le double exercice d'une œuvre très éphémère qui a duré quelques jours, puisqu'avec Pearl Barclay, on a fait ça pendant 8 jours. Et puis avec Alain Bublex, au contraire, une œuvre qui est restée 8 mois, donc matin et soir, elle apparaissait, elle disparaissait. Et son idée était qu'à la sortie, tout le monde allait se souvenir de ce bâtiment insignifiant devant lequel ils étaient passés pendant des années sans le voir. Et donc c'est pour ça qu'il l'appelait son pavillon fantôme, et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous a donné l'idée, parce qu'on avait prévu au démarrage, d'appeler ce programme Mémoire contemporaine. Alors ça a été un premier exercice, on a fait un livre très beau qui a été fait par Olivier Echeverry et Hervé Visconti, Olivier n'est pas là ce soir, mais enfin il est sur tous nos projets, un peu le régisseur, la personne qui aide à mettre en place la relation avec les artistes au plan de la production. Et on a fait un livre et on s'est rendu compte dans ce livre qu'il y avait une thématique intéressante autour de l'idée de la transformation d'un bâtiment. Et on a fait une sorte de métaphore entre la transformation d'un bâtiment et la question de la transformation des entreprises. Puisque nous, nos clients, on a uniquement des immeubles de bureaux, ce sont des entreprises qui s'installent dans nos immeubles. Et donc j'ai pu écrire un texte sur justement la relation entre la problématique du chef d'entreprise face à un enjeu de transformation d'entreprise, et puis la façon dont les artistes ont appréhendé la question de la transformation d'un site. Donc ça a été pour nous tout à fait intéressant, même au plan des livres, voilà les livres en question, les 2 premiers. Et ces livres, on les a envoyés à tous nos clients. Ça a été un peu un cadeau de fin d'année, plus intéressant, plus innovant, plus motivant que les cadeaux qu'on peut faire d'année à nos locataires. Alors derrière, on s'est dit que ça a tellement bien marché, on va continuer. Et on a fait la deuxième intervention l'année dernière avec Felice Varini sur un deuxième site qui pour nous était intéressant, qui était tout le site d'Édouard VII, derrière l'Olympia. Vous voyez tout l'Olympia, la place Édouard VII, la rue Édouard VII, le théâtre Édouard VII, tous les bureaux qui sont là. Ce site globalement appartient à la Foncière Lyonnaise depuis très longtemps. C'est un site qui, vous voyez dans les premières images, était un peu minéral, un peu triste, un peu daté, alors même qu'il n'est pas très vieux, puisque tout ça a été refait, c'est l'ancien siège de la Société Générale, et ça a été refait en fin des années 90. Et donc on a voulu le régénérer, notamment l'aspect très minéral, grâce à ces interventions de Felice Varini. On rentre dans ces cours un peu on va dire, d'architecture de promoteur, pour être un peu péjoratif, en pierre, plutôt bien faite, bien dessinée, solide, mais tristounette, quoi. Et quand vous sortez du boulevard des Capucines, quand vous sortez de la rue Édouard VII, de la place Édouard VII, vous rentrez dans ces lieux, et j'allais dire, toutes les entrées des bureaux se font sur ces cours. Du coup, Felice a travaillé sur 3 œuvres qui sont ici en cours de production, à partir de son dispositif de projection d'images et puis tout ce travail avec une équipe qui travaille avec lui depuis des années, un peu partout sur toutes ces grandes installations. Et à la sortie, pareil, on a fait une grande soirée où on a invité à la fois, de nouveau, notre monde professionnel, le monde de l'art, les gens qui habitent qui travaillent autour de ces cours. Et ça a été un événement aussi important pour nous. Les gens ont commencé à comprendre
que finalement l'histoire qu'on commençait à écrire, c'était un peu l'histoire d'une collection. Alain, il y a quelques jours, me disait, oui, c'était en fait une collection d'actes artistiques. Et moi, j'aime bien cette idée d'actes artistiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des œuvres figées, c'est des œuvres qui peuvent être temporaires, éphémères, pérennes, comme celles de Varini sont pérennes. Hein, vous pouvez les voir quand vous voulez, sauf le dimanche, souvent les grilles sont fermées, mais le reste du temps, vous pouvez y accéder. Ce sont des œuvres, ce sont des actes artistiques. C'est-à-dire que c'est l'idée que ces interventions d'artistes s'inscrivent dans une logique de l'action pour nous. C'est-à-dire qu'on a envie de faire, on aime faire, on fait de l'architecture, on fait des grands projets, on essaye de faire bouger les frontières de notre métier, et donc l'intervention avec les artistes, c'est un petit peu ça. Alors là, pareil, dans ce livre, vous le verrez, enfin, si vous avez l'occasion de regarder, on a pris la thématique, non plus de la transformation, mais du point de vue, puisque Varini, bien évidemment, c'est un ensemble de formes colorées sur ces murs, et il y a un endroit, que d'ailleurs c'est assez ludique, les gens adorent, où vous cherchez le point de vue, et là, tout d'un coup, quand le point de vue est là, vous reconstituez les formes, les images, les dessins géométriques. Alors la métaphore ici avec les chefs d'entreprise, c'est celle de la vision stratégique. Vous savez, les chefs d'entreprise en permanence, ils sont confrontés à un monde chaotique, à des choses qui changent, des problèmes en tout genre, et ils doivent refonder, disons, de manière un peu régulière, la vision stratégique, comment ils traduisent avec leurs entreprises dans le sens qu'ils veulent donner à leur travail. Et donc on a utilisé cette idée de la vision stratégique, du point de vue, comme étant le point de rencontre entre ce monde de l'entreprise et ce monde de l'art. Et puis on arrive à la troisième intervention, alors là qui est en train de se mettre en place puisqu'on l'inaugure après-demain, qui est une belle intervention de François Morellet sur tout l'immeuble de la place du Palais Royal, à côté d'ici, l'immeuble entre Rivoli, Palais Royal, rue Saint-Honoré et la rue Marigot. Tout ce bloc qui abrite notamment le Louvre des Antiquaires, hein, qui est malheureusement dans un état commercial un peu complexe, mais donc c'est sur cet immeuble qu'on a décidé de faire cette troisième intervention. Et là, on est au cœur de Paris, on est avec aussi un artiste magnifique qui a accepté, j'allais dire avec enthousiasme de ses 87 ans, non, de lancer ce défi. Le projet a été conçu exactement en 5 jours, je crois. Derrière, il a fallu obtenir, comme pour Varini d'ailleurs, hein, il faut des autorisations administratives, il faut l'accord des architectes des bâtiments de France, il faut l'accord de la ville de Paris, il faut l'accord de tous les services. Bon, c'est notre métier, donc on sait faire. Et j'allais dire, c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer nos interlocuteurs professionnels sur un terrain qui n'est pas le leur, sur un terrain qui n'est pas le nôtre non plus, et sur un terrain finalement assez amusant, parce que quand vous faites un projet d'architecture, là on a un très très gros projet à côté de la Richelieu 4 septembre qui fait 34 000 m², donc c'est des projets qui prennent 4, 5, 6 ans pour être conçus, obtenir les permis, les réaliser. Là ça va très vite, c'est-à-dire qu'avec avec Bert Barclay, il est venu, il a fait ah oh quand il a vu l'endroit, et on lui a dit bon mais ça on le fait, dans 2 mois on inaugure, non, et il n'en revenait pas, non. Avec Varini on a mis 4 mois et demi, et là pareil à peu près avec François Morellet, je pense qu'on s'est vu au mois d'avril, non Alain, ensemble, hein, et voilà, l'œuvre est finie aujourd'hui, avec toutes les autorisations administratives pour le faire, avec des souffleurs de verre que vous avez vus dans une petite entreprise de Pantin qui ont fait ça. Et notre ami François Morellet a appelé son œuvre Les Grandes Ondes. Donc le thème qu'on va prendre pour ce livre qui sortira à la fin de l'année, c'est celui de la connectivité, hein, c'est-à-dire l'univers dans lequel l'entreprise évolue, qui est celui qui est fait de réseaux, de mise en réseau, de connexion, et comment à partir d'un point, vous avez besoin entre guillemets, d'irradier l'ensemble de votre champ professionnel. Donc on a pris un peu cette thématique-là pour développer ce livre qui sera, alors je ne sais pas encore, probablement bleu argon, puisque c'est de l'argon, le gaz qu'on utilise dans ces tubes de verre, et qui devrait être fini très prochainement. Alors c'est vrai que quand on fait un retour en arrière et le bilan sur ce travail-là, on voit bien que c'est pas simplement un problème d'image d'entreprise, c'est pas simplement un sujet de motivation des équipes et de changement d'un peu des modes de travail, de les pousser à réfléchir autrement. C'est aussi du business, c'est-à-dire que pour nous, si on attire l'attention sur des sites particuliers,
qui sont des immeubles très lourds. Hein. Les immeubles dont on parle sont des immeubles qui valent entre 250 et 450 millions d'euros. Donc c'est quand même des choses extrêmement lourdes au plan financier. Et bien évidemment, le travail qu'on fait sert justement à préparer un peu le champ de leur évolution. Hein. Donc cet immeuble-là sera certainement un immeuble qu'on va faire évoluer dans les années à venir pour en refaire une espèce d'immeuble absolument phare de notre patrimoine. Donc de la même façon qu'à côté de l'architecture et des grands projets qu'on peut traiter, on a dans notre tuyau un certain nombre de très beaux sujets d'architecture aussi. Ces interventions d'artistes rentrent dans notre champ d'activité. Donc on n'aime pas le terme mécène, on n'aime pas le terme sponsor. Non, franchement, ça fait partie intégrante, et c'est ça qu'on trouve intéressant, de notre construction professionnelle, de la mécanique qui nous permet, avec les artistes, avec l'art, avec ses œuvres, finalement, de faire un travail de valorisation culturelle, de valorisation esthétique, de valorisation d'usage pour nos clients, et de renforcer aussi, j'allais dire, un peu la façon dont on existe en tant qu'entreprise au milieu d'un environnement où on a nos clients, on a ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes, la ville, et puis les Parisiens, puisqu'à la fin, on vit avec nos immeubles, tous nos immeubles sont sur Paris quasiment, sauf un à Boulogne, on vit au milieu des Parisiens, avec les Parisiens, et c'est aussi notre responsabilité de s'assurer que quand on fait les choses, on les fait avec un sens de l'intérêt général aussi. On voit que, moi je sais, et ça c'est un peu mon expérience notamment avec Bofill à l'époque, c'est que les projets les plus réussis sont toujours les projets qui vont au-delà de l'intérêt direct du donneur d'ordre. C'est-à-dire que les plus grosses réussites sont surtout celles quand le donneur d'ordre, le promoteur, le client, quel qu'il soit, arrive à faire quelque chose qui évidemment dépasse le cadre de son propre objectif, non, et que ces projets-là rayonnent d'une acceptation, d'un intérêt, d'une valorisation pour aussi tous les gens qui sont autour. Voilà. Donc c'est ce programme-là qu'on construit. Il faudra qu'on réfléchisse. Alors, ce qui est fatigant, c'est qu'il faut toujours réfléchir à l'étape suivante. Donc à peine fini, il faut commencer à réfléchir à l'étape suivante. Je pense qu'on a, avec ces trois interventions, avec ces trois œuvres, avec ces trois éditions, réussi à construire quelque chose dont on est fier et qui nous permet certainement maintenant d'asseoir une démarche dans la durée. Bien. Merci beaucoup Bertrand. Vous avez parlé d'art artistique, de logique d'action. Ouais, vous avez aussi filé un peu la métaphore artistique, comme d'autres filent la métaphore sportive. Des entreprises qui vont utiliser la voile avec un barreur, un tacticien, qui représente bien les enjeux stratégiques d'une entreprise. Mais si on revient à un des aspects du questionnement qui se pose, l'impact sur la ville, sur les riverains, quel est-il ? Alors bien sûr, ça dépend. Il y a des interventions, les riverains les ont à peine vues, si ce n'est que par exemple dans le cas de Boulogne, ça a été aussi formidable. On allait faire des travaux lourds. On a invité tous les voisins à venir voir la chambre d'huile. On a fait des séances dans lesquelles on a créé une relation plutôt agréable avec nos voisins. Ce qui fait que, par exemple, alors c'était pas forcément l'objet recherché, mais on a eu zéro recours sur les permis. Et j'allais dire, tout s'est déroulé d'une manière extraordinaire, au point qu'à la fin, ce projet, c'était les riverains qui faisaient pression sur le maire pour qu'il aille plus vite dans les autorisations administratives, pour que ce projet aille plus vite. Enfin, c'était incroyable. On a renversé un peu le champ habituel des relations où les gens qui sont autour des chantiers, en général, vous pourrissent la vie. Et là, à la limite, ils ont pourri la vie du maire quand celui-là allait passer vite. Donc ça nous convenait assez bien. Et donc, j'allais dire, ça aussi, ça crée une espèce de relation amicale d'une autre nature. Alors, dans le cadre d'Édouard VII, c'était surtout avec les gens qui avaient leur bureau, qui tenaient sur ces cours. Alors, au démarrage, ça a été presque une révolution. Il est vrai qu'on ne s'y est pas très bien pris parce qu'on voulait faire ça assez vite et il y a eu l'été. Et le moment où on a commencé, c'était le 3 septembre. On voulait faire une réunion avec tous les gens qui n'étaient pas rentrés de vacances. Première fois qu'on rentrés de vacances, on avait déjà commencé le boulot. Et là, c'était bourré d'avocats, c'est des gros cabinets d'avocats anglo-saxons et tout. Alors, ils ont commencé à nous menacer, on a commencé à avoir des discussions un peu lourdes. Ça a été plutôt, j'allais dire, un petit peu presque choquant, préoccupant au démarrage, parce qu'on s'est dit, ouais, merde, on s'est trompé, quoi. On a mal organisé le truc. Et puis,
Ce qui était génial, c'est que tous ces avocats, ils travaillent jour et nuit, donc ils travaillent jusqu'à minuit, 1h du matin, ce sont des timbrés, ce sont des fous, les avocats d'affaires. Et donc, qu'est-ce qui se passait tous les soirs, quand ils descendaient à minuit, il y avait Varini en train de faire ses projections, en train de faire ses machins, ils venaient discuter avec lui, il était d'ailleurs sympa comme tout avec eux. Et donc, ils se sont pris au jeu, et si bien qu'à la fin, ils ont été des espèces d'adeptes fous du travail. Au point que j'ai reçu une lettre, d'ailleurs, étonnante du managing partner d'un des 2 cabinets d'avocats, me disant carrément, enfin, managing partner, c'est le patron du cabinet, en disant, écoutez, cher ami, vous savez qu'on était absolument contre ce truc-là qu'on vous avait présenté, et franchement, on avait tort, heureusement que vous n'avez pas écouté, heureusement que vous avez eu tort, et que vous avez persévéré, et merci, parce qu'il faut effectivement des initiatives de cette nature. Donc ça a été une chose assez aussi intéressante au plan du résultat. Et puis, sur Paris, écoutez, on verra, puisque là, on touche un sujet plus sensible, puisque là, on est vraiment entre le Louvre, le Conseil d'État, le ministère de la Culture, sur la place du Palais Royal. On est au cœur de Paris, avec une œuvre qui est quand même très présente, très, très, très spectaculaire. Et on va voir un peu la réaction bien sûr, des Parisiens, la réaction des touristes, parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi ici. Et moi, mon inquiétude, enfin, je vous le dis, ça reste un peu confidentiel, pas dans mon inquiétude, mais mon intuition, c'est que c'est pas sur le registre de j'aime pas, c'est une belle œuvre ou c'est pas une belle œuvre, je pense qu'il y aura une unanimité sur cette question. Ça sera plutôt la question, c'est est-ce qu'un groupe privé a le droit de faire ça, quoi ? Je pense que fondamentalement, ça ne sera pas exprimé comme ça, mais ça sera traduit par le fait que, ah oui, mais si tout le monde faisait ça, Paris ne serait plus Paris. Donc je pense qu'on aura une sorte de débat d'une autre nature, qui est celui très français, de la question de qui est titulaire de l'intérêt général. Non, en France, c'est clairement la puissance publique. Non, c'est les fonctionnaires, c'est l'administration, c'est les politiques, et c'est vrai qu'ils sont payés pour ça. Donc, mais en même temps, il y a une espèce de frontière très marquée quand même en France, qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres pays, dans lequel la démarche, qu'elle soit de type culturel, de type artistique, de type même de mécénat, est un sujet qui en France a du mal à émerger parce qu'on se pose en permanence la question de est-ce que le privé n'est pas simplement, dans l'état d'esprit français, le privé est simplement titulaire de son seul intérêt privé. Or, je crois que ce n'est pas le cas. Oui, on voit bien qu'avec l'art dans la ville, on touche un peu le sacré, c'est-à-dire qu'on touche à des paramètres très très importants qui vont vers le politique. On va voir ce que nos artistes en pensent, notamment dans leurs relations autour de l'art dans la ville. Vincent Ganivet, vous êtes artiste, vous êtes diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris, vous êtes notamment connu pour vos structures autoportantes à base de blocs de béton, mais aussi pour vos sculptures en fonctionnement. Vous développez une pratique de l'éphémère, voire de l'absurde, et vous créez des œuvres à partir de matériaux bruts et d'objets quotidiens détournés de leur fonction initiale, des sculptures en béton monumental, des structures de parpaing susceptibles de connaître l'effondrement. Alors vous nous direz donc si vos caténaires vrillés sont conçus, on les voit là, pour résister à notre conversation d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont destinées à s'effondrer à la fin de la conversation ou pas ? Et surtout, sont-elles, ces œuvres, un symbole de notre thématique sur l'art dans la ville ? Bonsoir. Faites attention derrière vous. C'était pas une plaisanterie, hein. Évidemment, ma pratique pose cette question. Elle pose le problème de la pérennité en soi. Donc c'est déjà un problème dans le rapport au collectionneur en lui-même. C'est un problème dans l'espace public. C'est une question qui m'intéresse. C'est pas exactement le fond d'image que j'ai amené ce soir. Je ne m'estime pas spécialiste de la question. J'avais plutôt envie de vous montrer l'état de ma recherche, qui se déploie beaucoup dans le in situ. Donc de toute façon, on va avoir des pièces qui ont été conçues pour occuper des espaces spécifiques. L'art dans la ville en soi, j'y reviendrai peut-être à la fin de ma présentation, parce que j'y suis confronté aujourd'hui dans le cadre d'une commande publique. Voilà, donc pour commencer le diaporama, qui est un genre d'inventaire, c'est pas un document que je montre habituellement. En ce moment, je suis en train de faire un peu de rangement et du coup, j'avais ça sur le feu et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de l'aborder sous ce biais-là. Donc on l'a vu, les premières images, c'était cette même pièce dans une expo à Toulouse, qui a eu en ce moment.
C'est un petit peu mon chef-d'œuvre. Je pourrais revenir juste sur celle sur fond blanc. Merci. Ah, il n'y a pas la marque derrière. Voilà, qui est là pour le coup dans un white cube, donc complètement isolé, parce que ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est pour ça que c'est un peu mon chef-d'œuvre, c'est le degré de complexité. Savoir que là, la forme comporte 18 sections d'arc qui se reprennent sur 10 clés de voûte et 6 pieds. Voilà, dans ma pratique, autant que l'aspect virtuose, ce qui m'intéresse, c'est surtout une question de mise en œuvre, en fait, c'est tout le moment du chantier, comment je vais m'y prendre. Parce qu'on va le voir au fur et à mesure des images, je peux avancer maintenant, que je suis dans une recherche, en fait. J'ai découvert un système que je n'ai pas du tout inventé, que j'ai repris il y a quelques années, alors que je jouais déjà avec des parpaings, entre autres. Et c'est le système de Gaudi, c'est un système de construction qui repose sur l'équilibre de chaînes en suspension. Tu peux avancer. Et que je me plais à décliner donc, au fur et à mesure des invitations et que je pousse à chaque fois un peu plus dans ces extrêmes. Là, ici, c'était à Vouvant, l'été dernier aussi, dans une crypte d'église. Donc l'idée, c'était d'investir l'espace en jouant avec ces poteaux, tout en plaçant cette forme sur laquelle j'avais déjà travaillé longtemps auparavant, mais c'était l'occasion d'une production et d'un lieu aussi qui se prêtait. Donc voilà, c'est une pierre mécanique, parce qu'en fait, j'estime que je n'ai pas beaucoup d'imagination. J'ai repris le système de Gaudi sur lequel j'applique des pierres contemporaines, tout en utilisant des méthodes ancestrales, à savoir les cintres en bois, qui sont comme des moules qui me permettent de réaliser ces constructions. Après, bon voilà, ça marche particulièrement avec le monument historique en soi, parce qu'il y a d'office un rapport paradoxal qui se crée entre les parpaings gris, la brique rouge et la pierre de taille, la pierre traditionnelle. Ça, c'était la forteresse de Sals l'été dernier. Donc, un autre point de vue de la même sculpture. Là, on était à 13 sections sur 9 mètres de haut. Ça m'a porté malheur, c'est tombé après. Et voilà, là, maintenant, je m'entoure plus de précautions, mais à l'époque, j'y allais un peu avec mon savoir-faire et mon feeling. Et j'estimais suffisant mes ancrages dans le sol. Comme c'est un monument historique, je n'avais pas le droit de faire de fondation. J'ai fait ces massifs en réplique. Ça n'a pas empêché que le premier soir d'orage, le ruisseau gonfle, ça, j'étais pas au courant de ce détail. Voilà. Maintenant, j'essaie de faire venir les experts avant la catastrophe. Ça, c'est cet été encore, c'était au château de la Mercerie. Une espèce de folie dans un village des Charentes, à Magnac-la-Valette, construite par le député de l'époque et son frère, qui ont voulu faire un mini château de Versailles qui n'a jamais été achevé en fait. Donc on a proposé d'intervenir dans cette partie du monument. Vu que les fondations étaient limitées à la façade, je préférais m'installer dans la façade, bon, pas prendre le risque et rencontrer aussi les coûts d'un terrain préparé. Voilà, donc j'aime bien à chaque fois jouer aussi du contexte. Là, c'était il y a 2 ans, à la Maréchalerie à Versailles. On avait un espace d'expo qui s'ouvrait surtout par la vitrine. Donc j'ai conçu la pièce sur ce point de vue. Et après, on va voir qu'elle s'inscrit vraiment dans le volume de l'espace. J'essaie de remplir au plus possible. Donc depuis, j'en suis un peu revenu de ces formats démesurés parce que c'est éprouvant à monter. C'est aussi des enjeux, les coûts à chaque fois qui dépasse des fois pas mal. Et puis c'est aussi frustrant quand ça tombe. Celle-ci aussi, pour de parler. Voilà, enfin quand ça tombe, c'est une défaite, donc je reprends le travail. Là, 2 mois après, j'avais refait chez Yvon Lambert, celle-ci. Voilà. Là, on a une version en modèle réduit. Alors, par fatigue et aussi par pragmatisme, j'en suis venu à faire des modèles échelle 1/2, voire 1/4, parce que finalement, j'ai pu vérifier que mes choses tenaient en rang. Ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est d'aller vers une forme plus sophistiquée pour rechercher. Là, c'était le premier manche, il y a 2 ans encore. Donc, tout le diaporama montre un peu à rebours la complexification des formes. On est parti d'une très compliquée, et petit à petit, on va en réduisant le nombre de pieds. Ça, c'était la même dans le cadre de sa production à Clermont-Ferrand.
ça me plaît aussi de montrer les différentes versions parce que finalement c'est une même forme qui est à chaque fois reprise, réinstallée. Vous imaginez que ça ne voyage pas d'un bloc, il faut à chaque fois réenvisager le chantier. Ça c'est à Avignon chez Yves Lambert. La suivante aussi. Celle-ci est en place depuis 3 ans. Alors ça me surprend moi-même parce que il y a quand même beaucoup de Mistral là-bas. J'ai fait interdire l'accès encore récemment, comme dans la dynastie, on pouvait accéder sur les sculptures, maintenant je refuse. Enfin, tant qu'elles ne sont pas plus consolidées que ça, parce que ça enlève les châteaux de cartes et donc j'ai des responsabilités à porter aussi. Mais voilà, après la possibilité, je n'en montre pas plus pour l'instant pour des raisons commerciales, mais la possibilité de découvrir un tas de gravats au moment de la visite de l'expo fait partie du jeu. En tout cas, dans le cadre muséal, ça m'intéresse de continuer à travailler comme ça. Je peux enchaîner. Celle-ci n'a jamais été montrée, c'est une étape juste avant d'atelier. Donc c'est la version à 3 pieds de celle que j'avais fait chez Lambert. Pour la petite histoire, là, dans celle-ci, je passe à l'ordinateur. Depuis peu, je m'entoure, en plus de mes assistants, de l'architecte qui me prépare mes dessins. Enfin, en tout cas, même, on a développé un logiciel, en fait. J'ai gagné beaucoup de temps sur la préparation en atelier. Je me suis fabriqué une fraiseuse numérique et maintenant je mémorise mes cintres, alors qu'avant c'était comme Gaudi, c'était juste des formules et un tableur Excel. Aujourd'hui, je garde tous les tracés et je suis capable de reproduire les formes en menuiserie. Parce qu'évidemment, je ne stocke pas. Enfin, c'est lors de l'événementiel, je ne m'encombre pas de tout le matériel qui sert à produire. Il faut imaginer qu'il y a autant de bois qu'on ne voit pas dans l'exposition rangé en régie. Là, c'était une de mes premières prouesses, c'était avec ce système de caténaire, en tout cas en 2009, à Poitiers. Là, celle de Dynastie, etc. Enfin, c'est la même sculpture dans 5 occurrences différentes. Je peux continuer. Il y a juste le décor qui change. Mesdames. Donc avec des blocs différents à chaque fois, parce que j'aime bien dire aussi que je voyage léger comme sculpteur monumental. J'emmène mon système, je travaille sur place avec le matériel local. C'est important aussi parce que ça fausserait le discours si le bloc avait l'air fabriqué spécialement pour la sculpture. Voilà, donc bon, on peut enchaîner si vous voulez sur... Enfin après, bon, si ça intéresse particulièrement, tout cet inventaire, je l'ai construit aussi pour expliquer ma technique et comment j'ai progressé dans mon savoir-faire. Tous ces systèmes de sangle, par exemple, c'est le moment où j'ai commencé à comprendre la façon dont circulent les forces dans mes structures, et à pouvoir les couper en deux, et même les faire voler, comme c'était le cas au Mamac à Nice. Celle-ci est complètement en suspension. Bon, après, les images qui suivent, voilà, on retrouve les mêmes sculptures, mais dans leur phase d'atelier. Ça m'intéressait de montrer ça rapidement. Aussi illustrer ma recherche, à savoir que ce qui m'intéresse, c'est donc surtout les systèmes, et que ce système s'applique à toutes les échelles, à tous les formats. Et tu peux passer rapidement. C'est les photos, enfin c'est en fait les préparations de toutes les images d'expo qu'on a pu voir. Donc à l'échelle de moins d'1 mètre, ou des fois de démesurer parce que j'avais besoin de vérifier. Les plus grandes, c'est les premières. Celle-là est particulièrement folle, je trouve, j'aimerais bien en refaire un jour. Voilà. Les premières valises. Donc là, on remonte à 2010. Bon, je me suis limité à ces histoires d'arches, parce que c'est aussi ce qu'on montre ce soir. Bien sûr. Peut-être on peut regarder rapidement le projet du parce que voilà, ces sculptures s'écroulent et aujourd'hui, j'ai pas envie non plus de limiter ma pratique à ce constat frustrant. Et la question de la pérennité m'intéresse, la question oui aussi de m'inscrire dans la ville, de donner quelque chose à voir et ce dans la durée. Donc maintenant, ça m'amène à présenter un projet que j'ai remporté récemment dans mon quartier, en face de mon atelier même.
et qui reprend un principe donc, de roue. Là, les roues, ce n'est pas des formes autoportantes comme les arches. Ça tient grâce au cerclage mis en œuvre, à savoir que jusqu'ici c'était plutôt des sangles. Maintenant, pour garantir ça dans le temps, si tu peux continuer, on va voir les images qui suivent. Là, je fais référence historique. Voilà, ça c'était la proposition en elle-même pour la place. Donc c'est 3 roues à 3 échelles différentes. Là c'est une vue 3D pour un peu c'était la proposition de base. Et après qui suit, j'ai des schémas techniques où j'explique comment je vais m'y prendre, à savoir qu'au lieu de passer arrête-toi parce que je vais travailler avec une sangle, je vais pour une fois dissimuler, parce que c'est pas mon habitude, j'aime à ce qu'on voit tout mon système. Et là, je vais intégrer dans la sculpture un système de pose-contrainte, c'est-à-dire du câble et des fourreaux comme on peut utiliser dans les ponts et les ouvrages d'art, qui une fois tendus seront scellés par un ciment spécial. Donc là, on ne verra plus la sangle. L'enjeu ne sera plus le même. Mais j'ai pas envie de m'interdire ce genre d'expérience, c'est aussi une façon de faire évoluer ma pratique. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des expos que ce que je projetais dans mes œuvres n'était pas forcément ce que le spectateur y trouvait. Que toute mon histoire de chantier, de mise en œuvre, finalement, ça intéresse peut-être que moi des fois, et qu'on projette un imaginaire dans ces formes, dans ces arches qui finalement me dépassent et que j'ai envie aussi de faire évoluer. Donc ce système de contraintes, je pense à l'avenir le reprendre aussi dans mes arches pour pouvoir les pérenniser et les garantir et puis les rendre aussi encore plus folles, je pense. Voilà. Très bien. Vincent, vous nous avez parlé de monuments historiques et puis aussi de cette logique de l'effondrement, cette architecture de l'effondrement. Ça fait pas très bon ménage avec la ville. Enfin, c'est quand même difficile de concilier ces dimensions-là, alors que dans la ville, on peut être obsédé par des questions de sécurité, ce que vous évoquiez tout à l'heure, une nécessité d'avoir des formes pérennes. Alors comment vous gérez ce rapport à la ville ou à l'urbain dans vos travaux? Donc ça reste le cadre de l'exposition, je joue la provocation. J'ai pu faire, pour Nuit Blanche, j'avais fait une proposition, c'était de garer 12 voitures sur 10 places de stationnement. Donc ça donnait une espèce d'effet de carambolage de Louise Weiss il y a quelques années. Voilà, quand c'est pas le module parpaing, j'aime aussi détourner, pourquoi pas le mobilier urbain. Mais là, pour ce qui est de ces pièces, c'est sûr que je ne peux pas les montrer telles quelles. Ce soir, je vous ai fait un exposé sur un petit peu ce qui m'obsède en ce moment, c'est-à-dire les solutions techniques. Parce que je considère que je suis d'abord dans la manipulation. Maintenant, voilà, ce qui peut autoriser certaines folies, une mise en œuvre, mise en danger, mise en jeu. C'est le cadre de l'exposition temporaire comme une Nuit Blanche, c'est le cadre du musée, le cadre curatorial. Pour ce qui est de l'œuvre pérenne, c'est clair que j'ai été sélectionné sur mon travail, mais en avançant bien que j'arrivais avec un bureau d'études et un bureau de vérification. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre cette exploration de l'art dans la ville avec Rero. Vous êtes artiste, vous êtes diplômé en graphisme design du London College of Communication, titulaire d'un Master 2 en économie sociale et gestion des entreprises de Paris 2. Et vous naviguez, alors vous, entre le street art et l'art conceptuel. Vous êtes à la fois photographe, graphiste, activiste de rue. Et dans vos œuvres, vous questionnez les codes de l'image et de la propriété intellectuelle, ce que révèle notamment votre obsession pour un acronyme, WYSIWYG, que certains d'entre vous connaissent sans doute. What you see is what you get. Vous aimez le travail en extérieur, mais aussi l'espace clos d'une galerie, comme ici, dont vous repoussez constamment les limites en recréant de l'espace public. Et selon vous, quelle est la place de l'art dans la ville? Merci de m'inviter, parce que souvent je m'invite aussi sur différents supports dans la ville, ou en pleine campagne aussi, sur lequel j'aime intervenir et changer un petit peu le support, transformer l'utilisation du lieu en fait, ou du support. Donc là, ça commence surtout sur des interventions en extérieur, où là, en fait, c'est aller intervenir directement dans un champ de lin, avant qu'il soit transformé en toile de lin pour recevoir une nature morte. Donc c'est un clin d'œil un petit peu au fait qu'on sacralise plus l'objet représenté que la nature elle-même.
Donc là, j'avais complètement en pleine nature avec mes lettres. Il n'y a pas de Photoshop. C'est au contraire, justement, je rejoins un petit peu votre idée d'action un petit peu dans le réel et de se moquer un petit peu de comment ça va se passer, d'y aller et de voir un petit peu, justement, se confronter à la réalité, quoi. Donc ça peut être aussi dans des champs. Donc là, c'est vrai que toutes les premières photos sont en pleine nature, mais c'est pas ma spécialité. En général, au contraire, je suis beaucoup plus à l'aise dans des lieux abandonnés ou sur des façades un peu monumentales, des choses avec des nacelles, des choses comme ça. Là, c'était sur la plage du débarquement, en fait, à Romanche, donc qui est connu pour son débarquement. Donc c'était intéressant de dire que c'était un lieu, au contraire, qui était peut-être tout sauf qu'un lieu commun, en fait. Et donc systématiquement, j'interviens sur des lieux donc de manière un peu de façon comme un invité, ou sinon des fois aussi de manière intrusive, et toujours entre guillemets de manière assez politiquement correcte, dans le sens où c'est facile à enlever. Donc souvent j'interviens avec des vinyles adhésifs, ça peut être sur des panneaux publicitaires, de l'affiche, mais j'aime bien changer un petit peu le regard du passant et l'idée qu'il a sur un support, en fait. Là, c'était en hommage au printemps arabe, en fait. C'était un bâtiment juste en face de la BNF, donc Dégage. Et l'idée, c'était de donner un écho à ce mot ici, et de voir, quand on a fait, tous les gens arrivaient à me dire « dégage, c'est toi, dégage ». Et le côté agressif, finalement, ça rendait ce mot très personnel, en fait. Les gens se sentaient tout de suite agressés vis-à-vis de ce mot-là, et ne savaient pas, en fait, si c'était lié justement à une expulsion. C'est un bâtiment qui est amené à être détruit, ou sinon savoir par rapport à un état politique, ou simplement à l'état d'un dictateur, et comment, finalement, ce mot, une fois changé de contexte, prend une autre signification. J'ai pas de manière assez... Enfin, la systématique de mon travail, c'est de le barrer. Après, il y a une polysémie, finalement, vis-à-vis de l'interprétation. Ça peut être complètement une autocensure, où là, dans un contexte comme ça, on a l'impression que c'est comme une forteresse sur laquelle on vient intervenir, et donc à venir, c'est la marque des panneaux. Et nos futurs, donc c'est jouer sur l'anglicisme du côté pluriel et du côté sans futur, donc le côté éphémère et voué à destruction, quoi. Donc ça peut être aussi, là c'était une invitation pour Ex-Situ à Beaubourg. Donc là c'était comment investir les coursives d'un lieu, comment finalement des lieux qui n'ont pas été conçus pour recevoir une intervention peuvent être amenés à recevoir une œuvre, en fait. Donc là c'était Do Not Cross the Line. Donc tout mon travail c'est de savoir aussi la limite entre le public et le privé, la limite qu'on peut franchir, le rapport à l'œuvre, voir comment le spectateur interagit avec l'œuvre. Et souvent, il n'y avait jamais eu de proposition là-dessus. Moi, c'est vrai que je me sentais un petit peu illégitime, dans le sens où j'ai pas un travail de 50 ans derrière moi. Mais quand on m'a invité à faire ce projet-là, on s'est dit, tu te rends compte, il y a je ne sais pas combien d'artistes qui ont 50 ans de travail derrière et qui rêveraient d'intervenir là-dessus. Simplement, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas fait de proposition pour intervenir sur un objet qui n'est pas sacralisé d'office, qui n'est pas une salle d'exposition proprement parler, quoi. Et donc là c'était un thème d'Ex-Situ, donc on était plusieurs artistes à faire résonner un petit peu et réfléchir sur cette notion d'intérieur et d'extérieur, et comment une pièce réalisée à l'intérieur d'un monument est peut-être vécue à la fois, donc c'est normalement une zone de repos, en fait, de transition, ou une zone aussi à l'extérieur qui fait que les badauds passent, et des gens qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans le musée et réagissent avec cette pièce, quoi. Donc là c'est complètement éphémère, c'est du vinyle adhésif. C'est toujours important que ça soit fait de manière réelle et pas sur Photoshop. Et c'est même à la pause, les assistants et les intervenants de Beaubourg s'attendaient à ce que ça soit plus compliqué, parce que je m'adapte. Enfin, en général, les artistes qui viennent de l'intérieur ont un plan assez défini de ce qu'ils veulent faire, et moi c'est vrai que j'ai mis un côté assez pragmatique vis-à-vis de l'intervention, et donc j'adapte en fonction du lieu, quoi. Voilà, ça c'est à Rome. Là c'est pour questionner, c'est sur une faculté des Beaux-Arts,
pour questionner justement la notion d'indépendance supervisée. Donc à la base, c'est détourné du Kosovo. Savoir si on est à même d'être indépendant tout seul, ou il faut être validé par les pays ou les gens autour de toi pour savoir si tu es à même d'être dépendant ou pas, ou indépendant. Et donc c'est une question sur l'indépendance et sur l'oxymore en fait. C'est toutes les questions un petit peu actuelles qui font qu'on peut avoir deux idées très contradictoires, mais il faut qu'elles vivent ensemble. Donc le développement durable, le commerce équitable, enfin toutes les notions, toutes les problématiques un peu contemporaines qui sont toutes basées sur l'oxymore. Donc ça aussi c'était une invitation aussi. Ça c'était rue Oberkampf, à l'angle de la rue Oberkampf et de la rue Saint-Maur. C'est le mur, c'est une association qui justement a pris avec la mairie du 11e, qui a un panneau publicitaire qui détourne de manière légale pour accueillir différentes pièces toutes les 2 semaines et réfléchir justement sur comment ces emplacements peuvent être aussi utilisés de manière plus artistique. Donc là, c'était plus humoristique, c'est plus par rapport aux spectateurs qui passent et qui se posent la question, et souvent sur ce panneau, et de dire qu'il y a tout un mouvement qui réfléchit justement à comment intervenir sur le détournement de ces panneaux. C'est la page blanche. Ah ben, j'avais envoyé que des photos comme ça. Ok. Sinon, c'est surtout des lieux abandonnés. En fait, la plus grosse partie de mon travail, c'est sur beaucoup en ex-RDA, toute la partie près de la Pologne, où là, je visite des églises abandonnées, des anciennes usines, où j'interviens et je laisse des messages d'erreur, surtout sur des messages informatiques. Et peut-être c'est pas très clair vis-à-vis de cette présentation au niveau du texte barré, je ne sais pas si c'est intéressant de revenir là-dessus, ou c'est surtout intéressant de voir comment, c'est plus le thème finalement de ce soir, de savoir comment les gens interagissent. J'entendais, c'était hyper intéressant de voir comment les passants s'impliquent tout de suite en fait. Au même titre dans le 13e, là je vois il y a un énorme projet justement sur une tour qui va être détruite. Et comment finalement le côté éphémère est très important pour les institutions, de dire regardez, vous inquiétez pas, ça va être éphémère, donc vous pourrez le changer. Rien n'est ad vitam aeternam. C'est un premier pas, c'est une proposition, et après elle peut évoluer. Si vous n'êtes pas content, on va pouvoir la modifier, l'interchanger. Et après, moi je trouve, après c'est la sensation que j'ai eue, c'est peut-être la chance que j'ai eue. J'ai commencé de manière un peu illégale en toléré à intervenir, et après les institutions ont suivi et se sont dit tiens, on va l'inviter justement sur Beaubourg, sur le Grand Palais, à comment on peut questionner. Donc moi j'ai un double langage, à savoir le langage que je me permets de manière intrusive, et la manière aussi à laquelle je peux communiquer quand on m'invite, parce que bien sûr il y a des contraintes, on va dire, sociales vis-à-vis de ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, alors c'est très intéressant parce que dans vos 3 interventions, on retrouve des lignes de fracture communes, espace public, espace privé, logique de commande, logique de détournement, et même légal et illégal. Alors comment dépasser ces antagonismes et comment faire évoluer cette relation? On a beaucoup parlé au début avec Bertrand de la question du rapport public-privé, d'institutions publiques contre la logique privée. Comment dépasser ces antagonismes? Je dirais d'abord avec un peu de courage, un peu de volonté, de passer outre des excuses qui pousseraient à rien faire. Parce que je vois dans le cadre de la chambre de juge de Dr Barclay, on a été convoqué au commissariat de police, on avait tout le tralala, parce que l'inspecteur du travail s'en était mêlé, et machin, c'est quoi votre truc, c'est quoi votre truc, et puis dans le fond, ils s'en foutaient que les visiteurs, le jour où on a fait notre soirée, puissent s'intoxiquer, mais l'idée que les gardiens et les hôtesses qui étaient là pendant 2 heures, ça a été une préoccupation majeure. Il a fallu, il nous a demandé les analyses de l'huile, non, c'était que de la récupération du garage, donc l'analyse, on pouvait toujours la chercher, donc on lui a promis qu'on lui donnait, puis on a tout démonté, il est connu, et on lui a dit, après on a oublié de faire l'analyse de l'huile. Donc en fait, il faut à un moment prendre quelques risques, parce que si on s'assure simplement qu'on fait les choses de manière excessivement conventionnelle, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de difficultés à les faire. Alors, il faut respecter une forme
bien évidemment de règles. Il faut s'assurer que nous, en tout cas, parce qu'en plus on est une boîte de Hambourg, c'est tout, donc sérieuse, on est obligé de faire attention qu'il n'y ait pas trop d'éléments qui soient susceptibles de mettre à risque dans l'entreprise. Mais à partir de là, il faut quand même être capable d'aller un peu plus loin. Bon, à Édouard VII, on a foutu la peinture sur les murs, on a foutu sur les transparents colorés, sur les vitres des gens qui nous louaient une fortune ces bureaux. Pratiquement, ça vendait leur vie. Donc c'est vrai qu'ils ont pris un peu de travers au démarrage, ça peut se concevoir, mais bon, c'est toujours la question de la prise de risque. Et il y a une prise de risque raisonnable, il y a une prise de risque qu'on est capable d'assumer, et il y a une prise de risque qu'il ne faut pas assumer parce qu'elle est au-delà en tout cas chacun pour soi, avec son propre système de référence qu'il faut dépasser. Alors après, sur le choix des terrains d'intervention, pour nous par exemple, dire on fait ça sur cet immeuble du Louvre, c'est vrai que c'est un pari un peu osé, mais c'est vrai aussi que, j'allais dire, le choix de l'artiste important aussi, c'est-à-dire que probablement on n'avait pas beaucoup d'alternatives à Morellet sur un projet de cette nature. Il y a peut-être un ou deux autres artistes qu'on aurait pu prendre, mais il fallait aussi qu'il y ait une forme de pertinence, qu'il y ait une forme de capacité à faire accepter les choses. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que ce soit temporaire ou éphémère aide beaucoup les choses. Là, c'est une œuvre Morellet, c'est pour 3 ans. C'est un peu pour nous le délai dans lequel on espère qu'on aura fait bouger l'ensemble de ce site. Bien évidemment, quand on discutait avec l'architecte des bâtiments de France, et même avec Morellet lui-même, il a été excessivement heureux et rassuré que ce ne soit pas une œuvre pérenne. Parce qu'il se dit, un site comme ça, comment intervenir sur une chose qui serait là pour toujours, m'aurait beaucoup angoissé. Donc le fait que ce soit 3 ans lui a beaucoup plu. Donc finalement, on retrouve, j'allais dire globalement, les points d'équilibre entre une chose et son contraire pour qu'on se sente à l'aise dans les choix et les décisions qu'on prend. Oui, je rebondirais sur un terme, l'éphémère. Alors peut-être, je ne sais pas, Réro ou Vincent, voilà, le rapport à l'éphémère dans la ville aussi, c'est quelque chose qui vous caractérise. Alors éphémère, moi je pense à vos effondrements splendides. Je ne sais pas d'ailleurs, je crois que je viens de... C'est oxymorique. Hein, je crois qu'effectivement, un effondrement superbe. Alors peut-être l'éphémère dans tout ça, parce que c'est quand même caractéristique de vos approches à l'un et à l'autre. Ouais. Moi, c'est ce que justement j'admire dans son travail, parce que justement c'est ça qui est la limite de l'architecture. Là où j'entendais justement quand tu témoignes le risque que ça casse, et ben c'est ça qui fait que justement c'est une pièce qui devient de plus belle que finalement ou plus sensible qu'une pièce d'architecture en fait. Donc forcément tu travailles avec des architectes, mais c'est aussi la beauté du sensible en fait. Et après moi mon travail dans l'éphémère, moi c'est complètement ça qui me plaît, mais ça c'est tout ce qui est dans le travail en extérieur, parce que justement on est soumis à des contraintes qu'on n'a pas en intérieur, donc tout ce qui est mon travail d'intérieur n'est pas régi par les mêmes lois en fait, parce que c'est d'autres supports en fait. Je vais jouer sur des supports qui sont beaucoup plus pérennes, comme des machines à écrire, des livres, des choses, d'autres supports en fait. Mais l'extérieur, par nature, de toute façon, pour moi, se conçoit comme quelque chose d'éphémère au même titre que l'humain, quoi. Vincent, un petit mot là-dessus Pour revenir à moi, en pratique, j'aime bien présenter mes productions comme des feux d'artifice. Alors c'est des feux d'artifice un peu gris, et on arrive sur l'image. Ils ont ce rapport qu'ils ont une durée limitée. On ne sait pas à quel moment ils vont exploser. Maintenant, j'ai expliqué aussi que mon souci maintenant, c'est d'aller vers une certaine pérennité. La limite est ténue. Enfin, je pense que de toute façon, on est dans le spectacle. Voilà, les premières pièces en parpaing, je ne les ai jamais imaginées comme pouvant être pérennes. J'étais d'abord dans un jeu, d'abord dans mon propre étonnement. Maintenant, je pense que c'est naturel pour moi d'avoir envie aussi de passer le pas et d'envisager les choses dans la durée, parce que l'éphémère, en particulier pour ma pratique, c'est une débauche d'énergie et ça peut être frustrant aussi. Voilà. Même si ça rassure les voisins.
Je ne sais pas si le feu d'artifice sera pour ce soir ou pas, mais en tout cas, je crois que maintenant nous allons passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Moi, j'en ai une sur la notion d'éphémère que je trouve intéressante. Parce que il y a une chose dont vous avez parlé, mais je trouve que ces bâtiments, et c'est vrai que c'est totalement cohérent l'installation de Morlaix, et alors, moi j'ai l'impression que c'est le bâtiment qui s'est approprié cette œuvre. Alors elle va rester 3 ans, mais le jour où on va lui enlever cet habillage, il va être à poil le bâtiment quelque part. Dans l'esprit des gens qui sont passés pendant 3 ans avec ce bâtiment qui sera totalement autonome, est-ce que ça va pas être un choc dans 3 ans? Ah. Je crois que c'est fléché là. Non, moi je trouve que la force de l'œuvre absente est aussi belle que la force de l'œuvre présente. On a vu avec ce qui était très frappant, c'est avec la Chambrine, c'était un truc qui était comme une traînée de poudre. Les gens qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, ceux qui voulaient le voir et ceux qui finalement l'ont pas vu parce qu'on l'avait démonté. Et en fait, elle est restée excessivement présente dans la tête des gens. C'est amusant parce que on a fait ça il y a 2 ans. On a fait entre-temps 100 millions de travaux sur cet immeuble d'euros, et on l'a inauguré il y a 15 jours. Et ce qui a été remarquable, c'est qu'il y avait, je sais pas, on avait fait venir 1200 personnes. Il faut poser des questions. J'ai oublié de vous préciser qu'en direct, elle avait organisé à chaque fois tous les événements, les soirées et toute la communication autour de ces interventions. Et alors on a fait 2 soirées, on peut dire qu'il y avait 2 fois 500 ou 600 personnes qui étaient venues, donc il y avait beaucoup de monde. Et le jour où on a fait cette inauguration, les gens avaient cette image encore tellement imprégnée, enfin en tout cas ceux qui étaient venus et ceux qui avaient travaillé dans leur tête, qu'ils étaient bluffés par le fait qu'on ait pu faire ce travail de transformation totale du bâtiment en si peu de temps. En fait, il y avait quand même 2 ans, c'était court, mais il y avait quand même 2 ans. Et ils avaient l'impression que c'était hier qu'ils avaient vu la Chambre-Module et que par un coup de baguette magique, on avait transformé le bâtiment. Ça a été assez amusant. Et donc la relation à l'éphémère, c'est aussi la manière dont ça s'imprime dans la mémoire. Et donc l'histoire d'Alain Mubex avec son pavillon fantôme est amusant aussi parce qu'il l'a imprimé dans la mémoire. Et donc chacun, effectivement, inscrit ça probablement d'une façon très personnelle, très différente. Alors après, est-ce qu'il y a des gens qui vont pleurer parce qu'on va enlever l'œuvre de Morales? Ça, on verra. Oui, moi ça me fait penser à cette bande dessinée de Schuiten et Peters qui s'appelle La fièvre d'Urbicande, qui est l'histoire d'un cube qui apparaît quelque part et qui ensuite contamine la ville. Pourquoi pas imaginer que l'œuvre se répande et puis qu'elle envahisse Paris et pourquoi pas l'Île-de-France? Voilà. Non, je trouve que on verra. On peut peut-être pas le dire, mais c'est sans doute ce qui va se passer. Est-ce que vous avez des indications que ce que vous avez fait au théâtre Édouard VII, enfin le quartier Édouard VII, va être copié ailleurs? Parce que je trouve que je l'ai vu. Moi, j'ai vécu au théâtre, j'ai vécu dans cet immeuble, j'étais inspecteur général il y a des lustres, et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'endroit plus triste à Paris que celui-là. C'était mortel, c'était froid, c'était minéral, c'était tout ça. Là, vous le faites revivre. Alors moi, je vis à Dubaï maintenant, et c'est très amusant parce que je vis dans un environnement où j'ai l'architecture qui vit tous les jours, la ville change tous les jours, enfin un petit peu moins maintenant parce qu'elle est déjà très importante, mais il fut une époque où on partait de Dubaï pendant 3 mois, on revenait, on ne reconnaissait plus ce qu'on avait vu précédemment. Donc on a l'impression qu'on vit, c'est la vie, c'est la transformation, c'est la vie. Paris, c'est beau, mais c'est figé, c'est mort, c'est dead. Et donc, surtout quand on sait qu'il y a certains bâtiments qui finalement, à l'intérieur, ne vivent plus, comme le Louvre des Antiquaires. Donc c'est un magnifique bâtiment, et puis qui maintenant perd de son intérêt, perd de son... Et donc, vous rendez la vie à des quartiers, à des bâtiments, et est-ce que c'est pas une façon, justement, de changer un petit peu... Enfin, moi, je pense que c'est génial ce qui est fait, parce que ça apporte un supplément de vie, sans vouloir changer, sans vouloir détruire ce qu'on a. Alors, je sais qui a commencé à répondre, mais c'est l'enjeu du sujet du patrimoine. À Paris, on a un gros questionnement. Est-ce que Paris doit absolument respecter son patrimoine et donc ne pas le toucher du tout, ou est-ce qu'il faut être capable d'intervenir sur une ville comme Paris et en même temps la moderniser, la transformer avec l'évolution de son temps? Et c'est vrai qu'à Paris, beaucoup de dispositifs existent pour aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, et probablement on était dans l'excès inverse. Il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui pour bloquer toutes les initiatives, pour ne rien faire, pour la commission de Paris d'un côté, le machin, etc. de l'autre. Enfin, tout est fait pour. Et je pense que, d'ailleurs, c'est une suggestion que j'ai fait quelques jours, je ne dirais pas laquelle, d'ailleurs, avec des 2 candidates à la municipale. J'ai dit, vous devriez, à côté de la commission du vieux
du Paris, créer une autre commission du Paris moderne qui permettrait, ou du Paris contemporain, qui permettrait, sur chaque sujet quand vous interrogez, d'avoir un double avis plutôt que d'avoir que l'avis des gens qui vous ramènent vers le maintien, le conservatisme. Et donc c'est vrai que cette question-là, elle se pose. L'intérêt des interventions d'artistes de cette nature, surtout quand ils ont un caractère temporaire ou éphémère, c'est que vous faites du bien à la ville, mais finalement vous ne faites pas de mal au patrimoine. Donc vous trouvez une sorte de point d'équilibre qui est pas mal pour aider à faire évoluer ce type de débat sans le faire de manière trop brutale. Alors à l'inverse, nous on fait des vrais projets d'architecture dans Paris pour 3 ans. Alors, les œuvres d'art en 3 ans, on a réussi à en faire 3, les œuvres d'architecture, il faut plus de temps pour les faire. Donc elles vont sortir maintenant, on a certaines interventions architecturales dans Paris qui sont assez très contemporaines, y compris une très pas très loin de l'Arc de Triomphe, qui fera beaucoup parler d'elle quand on va la faire d'ici 2 ans. Donc on fait, oui, on est dans la logique de se dire, soyons respectueux du patrimoine, de ce qui fait la force de Paris en tant que ville historique et ville de culture, mais essayons de pousser quand même le curseur un peu plus loin pour qu'on ne soit pas simplement ça. Moi j'avoue, moi je suis pas plus dur, je trouvais que Paris était ménopausée dans le sens où elle a été fertile à un certain moment et maintenant c'est vrai qu'elle est monopolisée. Après, je suis dur avec Paris, mais j'ai visité Rome et j'ai vu qu'ils avaient le même problème. Après, est-ce qu'il faut détourner le centre historique pour justement permettre à des artistes contemporains d'intervenir ou au contraire, là, comme vous le proposez, faire des propositions éphémères. Mais après, ça c'est le problème aussi. Tous les artistes n'ont pas des propositions éphémères. Donc c'est ça aussi la difficulté pour d'autres artistes, quoi. Je défendais ceux qui n'étaient pas là. D'autres questions peut-être? Oui. Si on n'était pas dans l'éphémère, parce qu'en fait la prise de risque, qu'on le veuille ou non, elle est quand même mesurée par l'éphémère. Si on n'était pas dans l'éphémère, jusqu'où pourriez-vous aller? Votre question s'adresse plutôt à qui? Vous avez à tous. Voilà. Vincent, qui veut peut-être dire un mot sur cette question de l'éphémère? Non. Si je travaillais en apesanteur, il n'y aurait pas de limite. Ce qui m'intéresse, c'est la contrainte et pourquoi pas celle de la durée aussi. C'est une bonne question. Je pense que c'est presque une question métaphysique. Et là, enfin, la limite. Sujet de bac 2014. Moi, je crois que la limite du sujet, c'est le talent et c'est la qualité. C'est-à-dire que probablement, des œuvres majeures et formidables pourraient tout à fait avoir leur place de manière pérenne. Il y en a d'ailleurs quand même qui sont pérennes, à la fois dans l'architecture et à la fois dans l'intervention des artistes. Donc je ne crois pas que ce soit... C'est simplement que la question de la responsabilité, la question finalement j'allais presque dire aussi un peu de l'acceptation publique, de la question du choix politique qui va avec. Bon, après, qui doit assumer? C'est vrai que là, la limite entre privé et public devient un peu sensible. C'est-à-dire jusqu'à quel point, moi, en tant que patron d'entreprise, je peux imposer jusqu'à la fin des temps une intervention d'artistes au centre de Paris et que c'est ma décision, que d'accord, j'ai convaincu l'ABF et les autres de le faire, mais voilà, c'est un sujet qui n'est pas forcément très, très, très facile, qui est celui aussi de la commande quand elle a un caractère, on va dire, structurant. Mais c'est la même question sur l'architecture, que vous posez quand on se pose la question sur l'architecture. Voilà, c'est la question qu'on pose, c'est d'accord, jusqu'où aller, jusqu'où pas aller trop loin, jusqu'où s'assurer que ce qu'on fait est bien. Bon, c'est le rôle de responsable de savoir prendre les risques et d'être sûr de notre coup, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose sur lequel on interagit beaucoup, on ne le fait pas tout seul. Quand on est sur l'architecture, finalement, il y a plus de contre-pouvoirs, il y a plus de dispositifs de contrôle qui existent. C'est vrai que sur les interventions d'artistes, franchement, surtout quand elles sont comme ça un peu éphémères, on a une capacité à aller vite et à convaincre plus facilement. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'on pourrait conserver en Valais le Reichstag ou le Pont des Arts, par exemple? Ouais, bon. Alors
artiste, non? Non, ça va. Ouais. Je sèche. Ouais. Non, pas. Faudrait peut-être enlever déjà les cadenas qui Ouais, sont ouais. dessus. Voilà, ça c'est fait. Et puis, c'est pas très pratique, c'est vrai, le Reichstag pour l'exercice de la... Je ne suis pas sûr que l'exercice de l'artiste soit justement Ouais, quelque chose de vocation permanente. Je ne sais pas. c'est vrai. Peut-être pas ça. D'autres questions? Je pense que nous arrivons quasiment au terme de notre rencontre. Une dernière question peut-être? Oui, j'en profitais. Vous avez dit que vous avez cherché à accompagner la transformation des entreprises, un peu parfois par un geste qui touche à la peau jusqu'à présent. Est-ce que vous avez l'intention, pour accompagner ces transformations qui touchent dans les entreprises, plus les flux et les comportements, est-ce que vous avez l'intention d'aller sur les structures et donc de faire des gestes artistiques en interne, dans l'architecture interne? Possible. Non, c'est une excellente question. D'ailleurs, c'est celle qu'on est en train de se poser maintenant par rapport à la 4e édition. On a un site sur lequel on refait justement une transformation radicale des immeubles existants et on est en train de refaire une transformation très lourde structurelle du fonctionnement d'un gros immeuble en intérieur. On se dit, bon, pourquoi pas intervenir sur l'intérieur. Alors après, la difficulté là aussi, c'est que quand vous commencez à travailler sur les espaces intérieurs, vous commencez à aborder la question de la relation entre les gens qui y travaillent, entre les cultures d'organisation différentes. En plus, nous, ce sont des immeubles multilocataires, donc il peut y avoir des tas d'entreprises de nature un peu différentes qui partagent les immeubles. Et donc, il faut faire attention là aussi de savoir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. On le fait sur le design, qui est un sujet important aussi. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, et de savoir jusqu'où on va pour que, en gros, une culture d'entreprise puisse s'approprier un lieu, et en gros que toutes les cultures d'entreprise différentes puissent s'approprier un lieu. C'est un autre métier, donc on va être un peu attentif à ça. Mais c'est un sujet intéressant, pas forcément très, très facile, et c'est aussi la difficulté de ne pas basculer dans la question de la décoration, c'est-à-dire de faire l'œuvre d'art qui fait partie finalement d'un dispositif décoratif. Bon, on peut, bien sûr, c'est possible, mais on peut faire aussi directement ça avec les designers et les architectes. Donc toute la question, c'est comment on peut donner du sens. Non, donc si on a la bonne réponse avec le bon artiste et qu'on se dit avec ça, on donne du sens au lieu, à l'endroit, ou même à la raison d'être du travail des gens qui fonctionnent à l'intérieur de nos immeubles de bureaux, pourquoi pas. Très bien, là je crois que nous arrivons véritablement au terme. Donc merci à tous, en tout cas merci pour votre présence. Je crois que Charlotte va nous dire quelques mots. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste annoncer la prochaine conversation qui est mercredi 30 octobre, donc dans 15 jours, et qui s'appelle Art et architecture, quel rapport? Le mur, qui va être sous la modération de Sally Bonne, qui est la commissaire de l'exposition, et qui va être un dialogue entre des artistes et des architectes, dont Christian Jacquard, qui est là ce soir et qui fait partie de l'exposition.